مساء الخير ومرحبا بكم على باج فيسبوك تاع سيتي دي سيونس في تونس. نقدم نفسي تري رابيدمون. انا محمد عتواني، استاذ رياضيات بباريس، و معناها جيتي انفيتي باش نحكي لكم على ان سوجي معناتها في الرياضيات لتحفيز الشباب على الرياضيات و pour démocratiser davantage معناتها notre science. انا كيف يوتيوبر en même temps. عندي شيء اسمها دي بلانيت 1729 اللي تنجموا تشوفوها لهنا على donc slide هذيا des planètes 1729. Le sujet d'aujourd'hui, la conférence, ça sera en français. Donc, on abordera un sujet assez élémentaire en mathématiques, mais qui nécessite réellement de la réflexion scientifique. Ici, il s'agit de nombres et mesures. Qu'appelle-t-on nombre du coup, et quelles sont les mesures qui accompagnent ces nombres-là? Qu'est-ce qu'on fait avec les nombres? Comment peut-on comprendre les nombres, etc. Eh bien, je prétends que tout le monde connaît cette notion à peu près bien, mais sans réellement connaître comment on construit les nombres. Et plus généralement, dans les cours d'analyse d'université, on n'aborde pas les nombres euh, on n'aborde pas les nombres de façon explicite, et tout le monde donc en fait pense que le nombre est quelque chose de donné et qu'on comprend réellement de quoi il s'agit. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite formule assez élémentaire. Il s'agit en effet de la formule de la simple distributivité qui dit que k facteur de a plus b est égal à k fois a plus k fois b. Alors avant de faire cela, excusez-moi, j'ai un tout petit problème technique que je dois résoudre rapidement et ensuite on reviendra sur ça. Du coup, alors... Très bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Super. Donc la formule k fois a plus b égale à k fois a plus k fois b, elle dit tout simplement donc sur les entiers naturels, elle se comprend très rapidement et très facilement. Ce qui se passe, c'est que ici, je suis en train de multiplier k par un nombre a, puis k par un nombre b, et très naturellement, la formule me dit qu'il s'agit de k fois a plus b. Eh bien, sur les entiers naturels, par exemple, je donne un petit exemple, 7 fois 2 plus 7 fois 5, cela donne donc 7 fois 2 plus 5, mais du coup, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Eh bien, pour la simple raison, parce que ici, en fait, si on voit ça en français, 7 est multiplié par 2, il est compté 2 fois, puis 7 il est compté 5 fois, ce qui donne que 7 est compté 2 plus 5 fois. C'est tout à fait naturel. Et puis, plus généralement, pour les entiers naturels, quand on prend k qui est compté a fois, et puis on compte ce k b fois, on obtient donc k qui est compté de façon très naturellement a plus b fois. Très bien. Maintenant, si on s'intéresse aux fractions, eh bien, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je prends 4 cinquièmes facteur de 2 tiers plus 5 demi, par exemple, pourquoi a-t-on donc, du coup, qu'il s'agit bien de 4 cinquièmes fois 2 tiers plus 4 cinquièmes fois 5 demi? Eh bien, on perd tout de suite l'intuition qu'il s'agit bien d'un comptage. Qu'est-ce que cela peut bien signifier de compter 4 cinquièmes 2 tiers fois et puis de compter 4 cinquièmes 5 demi-fois? D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on obtient du coup dans l'autre sens qu'il s'agit bien de 4 cinquièmes fois 2 tiers plus 5 demi-fois? C'est vraiment pas du tout gratuit comme formule, comme vous le voyez, et on doit donc bien préciser ce que cela signifie, et puis démontrer plus généralement que cette formule fonctionne bien donc pour les fractions. Alors les fractions, vous allez me dire qu'il s'agit d'un truc
réellement simple. On peut justement utiliser les entiers naturels, cette intuition sur les entiers naturels de comptage et arriver à démontrer très facilement qu'il s'agit bien donc de la bonne formule, c'est-à-dire que k fois a plus b égale à k fois a plus k fois b et qui fonctionne donc bien pour les fractions. Mais c'est pas tout, bien sûr on peut le faire. Ce qui se passe maintenant, c'est que quand on prend cette formule, elle fonctionne pour tous les nombres. Et quand on prend les nombres, par exemple, de la forme racine de 2, facteur de 3 plus pi, eh bien, cette formule, elle permet de dire qu'il s'agit bien de racine de 2 multiplié par 3 plus racine de 2 multiplié par pi. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà racine de 2 multiplié par 3 ou encore compter racine de 2 pi fois? Vous voyez bien donc que l'on perd très rapidement l'intuition qu'on avait sur les entiers naturels. Et quand on veut généraliser cette formule sur n'importe quel nombre, ce qui se passe, c'est que cette formule devient un tout petit peu plus abstraite et du coup incompréhensible. D'ailleurs, si on regarde pour racine de 2 pour le développement décimal de racine de 2, c'est 1,41, 42, etc. Et multiplier racine de 2 par 3, franchement, avec le développement décimal, c'est pas trivial du tout. Où est-ce que je place, si j'ai envie de poser donc ce calcul-là, où est-ce que je place le 3 exactement? Ça se termine jamais par de ce côté-là. Et à droite, du coup, est-ce que je le place là? Est-ce que je le place là, le 3? Et ensuite, comment est-ce que je fais cette multiplication? Donc on voit bien que déjà, multiplier un irrationnel comme racine de 2, un nombre un tout petit peu plus méchant que les autres nombres, que les fractions, par 3, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une trivialité et on ne sait pas d'ailleurs comment le faire comme ça, là, rapidement, avec le développement décimal de racine de 2. Ce qui est encore pire, c'est par exemple racine de 2 fois pi. Donc si on prend 1, 41, 42, etc., et pi on multiplie par pi qui vaut environ 1,1415, etc., eh bien, là encore, il n'est pas trivial de voir comment est-ce qu'on peut, du coup, multiplier ces deux nombres en utilisant les développements décimaux de chacun de ces nombres. D'accord. Donc, on doit comprendre un tout petit peu plus les nombres. Et pour ce faire, eh bien, on doit donc nous intéresser à la base et revenir au début et voir par exemple comment est-ce que les Grecs résolvaient cette question. Je vous rappelle que dans l'esprit de nos ancêtres grecs, ce qui se passait pour eux, donc la base des mathématiques était la géométrie, et Euclide avait dans ses éléments construit toute la géométrie, donc à partir de quelques postulats, et à partir de là, il s'intéressait bien sûr aux nombres qui sortaient de la géométrie. Ce qu'on va faire, nous, on va essayer de démontrer cette relation qui est ici, pardon, cette relation qui est là, avec un tout petit peu de géométrie. Vous allez voir que nos ancêtres grecs représentaient les nombres avec des figures géométriques, et puis ils arrivaient à démontrer ce type d'affirmation très rapidement avec une figure géométrique. Allons-y. Donc si je passe au deuxième slide, regardez ce qui se passe. En fait, pour nos ancêtres grecs, k fois a, c'est tout simplement la multiplication de deux longueurs, et pour eux, la multiplication de deux longueurs, c'est l'aire d'un rectangle. D'un rectangle de côté K et d'un deuxième côté petit a. Maintenant, pour démontrer la formule K fois A plus B, eh bien, on prend tout simplement un rectangle de côté A plus B, et puis, ce qui se passe, c'est que quand je multiplie, donc, quand je cherche l'aire de ce grand rectangle, ici vous voyez que c'est a plus b comme longueur, ici c'est petit a et ici c'est petit b, et puis ici la longueur elle vaut k. L'aire de ce rectangle se calcule de deux manières. La première façon, c'est, du coup, je prends la longueur ici, c'est a plus b, multiplié par k, et donc l'aire du rectangle, elle vaut k fois la longueur, c'est a plus b comme ça. Alors, pourquoi est-ce que k fois a plus b, ça vaut du coup k fois a plus k fois b, mais cette fois-ci géométriquement? Eh bien, ça vaut ça parce que tout simplement, ce rectangle-là, on peut le découper en deux petits rectangles comme ça. Ce rectangle-là, son aire,
vaut trivialement k fois a. Et puis le rectangle qui est ici, son R vaut là encore trivialement k fois b, puisque ce côté-là, il vaut, je vous le rappelle, k. D'accord? Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que ça vaut k fois a plus k fois b, d'accord? Et donc du coup, cela termine ma démonstration, hein, on va dire les choses comme ça, que k facteur de a plus b, ça vaut k fois a plus k fois b. Ah bon? Et du coup, toutes les difficultés qu'on a vues sur les nombres disparaissent comme ça, en un claquement de doigts. Eh bien, détrompez-vous parce que là, on n'a pas réellement démontré grand-chose. On a tout simplement utilisé le fait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur? C'est une grande question. Pourquoi est-ce que c'est pas, par exemple, donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur, mais j'aurais pu prendre, par exemple, 2 fois longueur fois largeur. Ou encore prendre pi fois longueur fois largeur. Rien ne m'interdit, a priori, de prendre ce que je veux. D'accord? Pourquoi est-ce que l'aire d'un rectangle vaut-elle, du coup, longueur fois largeur? Je vous laisse réfléchir un tout instant, un petit instant. Eh bien, l'air, ça vaut grand L fois petit l. Beaucoup de gens pensent, et à tort, qu'il s'agit du coup de la superposition de la longueur sur la largeur. C'est-à-dire, je suis en train d'étaler la longueur une infinité de fois sur la largeur, et c'est pour ça que j'obtiens naturellement grand L fois petit l. Est-ce vrai? Donc grand L, c'est ce côté-là, et petit l, c'est ce côté-là, et j'obtiens du coup, en étalant la longueur sur la largeur, grand L fois petit l. Eh bien, c'est vraiment faux, c'est extrêmement faux même, et je vais vous dire pourquoi. Si on applique la même méthode d'étalage sur le cône de révolution. Je rappelle que le cône de révolution, c'est cet objet géométrique en 3D qui est engendré par la rotation sur un axe fixe de ce triangle rectangle. Donc si je dénote ici le rayon du cercle R, petit r, et ici la hauteur OS, petit h, ce que j'obtiens, j'aimerais donc calculer le volume de ce cône. Je sais par des formules mathématiques que le volume du cône est donné par la base fois hauteur divisé par 3. D'accord? Base fois hauteur divisé par 3. La base ici, c'est-à-dire c'est l'aire de la base. Et ici, l'aire, elle est, donc c'est l'aire d'un disque. Et je vous rappelle que la base, son aire, du coup, c'est pi fois r au carré. Maintenant, ce que je vais faire, je prétends que, en utilisant cette même méthode ici, que du coup, le volume du cône, c'est l'aire du rectangle ici assuré, qui est multiplié par le périmètre, du coup, la circonférence du cercle. C'est-à-dire ce rectangle-là, puisqu'il va se balader tout au long du cercle, ce qui va se passer, c'est qu'il va donc en fait balayer tout le volume du cône et normalement, avec cette idée-là, j'obtiens ce qu'il faut, c'est-à-dire je vais obtenir base fois hauteur divisé par 3. Eh bien, allons-y. Pour commencer, l'aire du triangle rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire c'est R fois H divisé par 2. Ça, c'est en ce qui concerne le rectangle, le triangle rectangle, pardon. Et maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que la circonférence du cercle, c'est 2 fois pi fois r. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme formule? J'obtiens bien, du coup, si je barre les deux qui sont ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste pi r carré fois la hauteur, c'est-à-dire l'aire de la base fois la hauteur. Et oui, mais ici, on ne retrouve pas divisé par 3, vous voyez? Il va falloir retrouver le divisé par 3 et on voit bien du coup que la méthode ici qui a permis de trouver grand L fois petit l ne permet pas du coup de retrouver base fois hauteur divisé par 3 pour le cône de révolution. Donc, a priori, cette façon de faire n'est pas bonne. Alors, elle n'est pas bonne parce que du coup, c'est très simple.
En fait, on est en train d'étaler une infinité de segments sur un segment qui est ici. Et ce qui se passe, c'est que l'aire en fait d'un segment, elle vaut zéro. Et oui, un segment n'a pas d'épaisseur, et donc du coup, ce qui se passe, on est en train de faire zéro plus zéro, etc., etc., jusqu'à l'infini. Et un infini, franchement, pas très sympathique, hein, il s'agit de la droite réelle. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de sommer des zéros partout. Et il est impossible, donc, quand on fait des sommes de zéros partout, de tomber sur grand L fois petit l. Donc, une question fondamentale qui se pose à nous maintenant, c'est laquelle? Eh bien, pourquoi donc, du coup, l'aire d'un rectangle, c'est grand L fois petit l? C'est ça la question, c'est une question très importante. Et je vous laisse un petit instant pour réfléchir donc à cela. Qu'appelle-t-on mesurer en réalité? Donc vous voyez que cette question n'est pas triviale. On a commencé avec l'histoire de k fois a plus k fois b égale à k fois a plus b. On a vu que Euclide démontre ça trivialement avec un découpage du rectangle en supposant que l'aire d'un rectangle c'est grand L fois petit l. Mais franchement, si on a envie de comprendre les nombres, on voit bien que l'on doit donc aller un tout petit peu plus loin dans cette compréhension et donc d'abord de démontrer pourquoi est-ce que l'aire d'un rectangle c'est grand L fois petit l. Ici, évidemment, je ne m'adresse pas à des érudits parce que certains vont me dire oui, mais dans la théorie de Lebesgue, c'est la définition de l'aire d'un rectangle à partir de laquelle on construit tout. Eh bien, figurez-vous que l'on peut faire les choses un tout petit peu autrement et voir du coup comment sont construits les nombres. D'accord? Donc, alors, allons-y. Qu'appelle-t-on mesurer du coup l'aire d'un rectangle? C'est tout simplement pour mesurer l'aire, c'est qu'est-ce qu'on regarde? On regarde donc pour mesurer l'aire ou autre chose. Tout d'abord, on se fixe une mesure unité. Pour l'aire, pour nous, la mesure unité, c'est tout simplement un carré de côté 1. Quand on prend un carré de côté 1, ce qui se passe, c'est que c'est ça en fait mon unité d'aire. Et si j'ai envie de calculer l'aire d'un rectangle, ce que je vais faire tout simplement, c'est de dire que du coup, cette aire, j'espère que vous avez compris, c'est-à-dire combien y a-t-il de carrés unités, comme ça, à l'intérieur d'un rectangle, grosso modo. D'accord? Je vais prendre ici donc un rectangle, de côté ici 5 et ici de côté donc 3. Combien y a-t-il de carrés unités? Quand je découpe la longueur en 5 morceaux et ensuite je découpe la largeur en 3 morceaux. Donc ici j'obtiens 1 et ici 1 et je vois bien ici que j'obtiens un carré unitaire. C'est le carré unité, c'est lui qui va me permettre de mesurer. Donc je vous rappelle que mesurer l'air, tout d'abord je me fixe une unité de mesure, c'est mon carré unité. C'est lui qui vaut 1, c'est l'unité, et ensuite je compte grosso modo le nombre de carrés unités à l'intérieur d'un rectangle. Nous allons voir qu'avec cette méthode, c'est une grande surprise, cela fonctionne bien et cela va donner exactement à chaque fois grand L fois petit l. Donc ici, j'ai combien de carrés unités à l'intérieur d'un rectangle de côté 5, de longueur 5 pardon, et de largeur égale à 3? Combien j'en ai? Eh ben, j'ai donc 5 colonnes et 3 lignes, et au total, le nombre de carrés, c'est 5 fois 3. Oh, ben, j'ai bien du coup longueur fois largeur. Et donc la formule longueur fois largeur fonctionne bien quand il s'agit de longueur ici, du coup, des entiers. Alors maintenant, la question qui se pose, j'aimerais, cette formule, on l'applique tout le temps d'ailleurs, et on l'applique tout le temps, même avec des nombres réels. D'accord? Du coup, je propose une chose donc de donner aux élèves la théorie de l'intégration qui, elle, va permettre d'intégrer des fonctions sophistiquées, de calculer des aires sophistiquées. Et ben, il va falloir tout d'abord qu'ils comprennent pourquoi est-ce que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Et franchement, comprendre les nombres est le meilleur endroit
pour que l'on puisse comprendre l'analyse réelle. Vous allez voir qu'en fait, à partir de cette compréhension et ces questions naturelles qui se posent sur les nombres, on peut faire énormément d'analyse réelle et on peut arriver au théorème sur les suites convergentes, au théorème sur les suites adjacentes, etc. Donc franchement, je pense, hein, je suis convaincu que le meilleur endroit pour commencer avec les débutants, c'est d'abord se poser les bonnes questions sur les nombres. Maintenant, la bonne question toute naturelle qui se pose à nous, c'est, donc ça fonctionne du coup pour les entiers, mais cette formule, je sais qu'elle fonctionne aussi pour n'importe quel autre nombre. D'abord, pour les fractions ou pour les nombres décimaux, imaginez ici, je prends 5,4 par exemple, comme longueur, et ici, je prends 3,2. Ok, 5,4 et 3,2. Pourquoi est-ce que du coup, cette formule fonctionne-t-elle toujours? Comment est-ce que je peux ici, du coup, découper mon rectangle de façon à ce que je puisse compter des carrés unités à l'intérieur? C'est pas trivial tout à fait, mais nous allons voir que si je prends par exemple ici, je redessine ici un petit rectangle, d'accord? Je suppose qu'ici c'est 5,4 et que ici c'est 3,2. Comment est-ce que je peux du coup faire entrer des carrés unités à l'intérieur? C'est pas trivial, mais en tout cas, regardez comment on va tourner la question. Eh bien, je ne vais pas compter le nombre de carrés unités 1, 1, mais je vais faire un autre découpage. Je vais paver mon rectangle d'une autre façon qui va me permettre de retrouver la formule grand L fois petit l. Regardez comment je fais. En fait, 5,4, c'est tout simplement 54 fois 0,1. Et puis 3,2, c'est aussi donc 32 fois 0,1. Qu'est-ce que cela peut-il signifier? En fait, cela signifie que si je découpe ici, au lieu de découper en 1, je vais découper en 0,1. Et en 0,1, de 0,1 en 0,1, et j'en prends combien du coup pour la longueur? Eh ben, j'en prends 54 petits morceaux de 0,1. D'accord? Donc ici, je vais prendre 54 petits morceaux. Et ici, je vais en prendre donc de même, ici, 32 petits morceaux de longueur 0,1. Et quand je découpe, donc quand je fais le découpage ici comme ça, regardez ce qui va se passer. Je vais obtenir du coup des petits carreaux. Ils sont tous donc de même aire. Et cette aire là, donc ce sont des petits carreaux de côté 0, 1, 0, 1, d'accord? Donc les carreaux ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ce carreau qui est là, que je vais assurer, son aire, elle vaut, l'aire du petit carreau, elle vaut 0,1 fois 0,1. On peut d'ailleurs le démontrer, hein, d'ailleurs, d'accord? Pour ceux qui souhaitent voir les choses de façon rigoureuse, on peut démontrer qu'un petit carreau, à partir de l'unité ici, eh ben, son aire, ça se calcule comme ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Pour calculer l'aire à l'intérieur donc de ce rectangle, euh, ce qu'on va faire, c'est compter le nombre de petits carreaux à l'intérieur. Il y a combien de petits carreaux à l'intérieur? Réfléchissez un petit instant. En attendant, je vous rappelle que mesurer une aire, c'est en fait associer un nombre à un objet dans l'espace. Imaginez, vous êtes dans votre chambre et vous voulez ranger la chambre. Eh bien, associer un nombre à chacun de vos objets afin de pouvoir donc mesurer par exemple la place que cet objet prend dans la chambre. Eh bien, cela va revenir à définir une mesure qui permettra donc de faire cela de façon géométrique, c'est-à-dire ça va répondre ça va répondre donc à nos besoins physiques. Alors, puisqu'on parle un peu de physique, avant que je calcule l'aire de ce rectangle, eh bien, sachez qu'on a inventé les nombres afin de maîtriser du coup l'univers, d'essayer au moins de maîtriser l'univers. Maîtriser l'univers, c'est un gros mot, mais en tout cas, essayer de le comprendre et essayer du coup de maîtriser un peu plus la nature. Nous allons voir ça, s'il nous reste du temps, je vous en parlerai en détail. Du coup, on a une aire égale à le petit carreau, son aire, ça vaut 0,1 fois 0,1. Il y en a combien ici? Il y en a 54 et sur la largeur, il y en a 32. Alors voilà ce qui se passe. Quand je calcule maintenant l'aire du grand rectangle, eh ben, il y a combien de carreaux? Il y a 54 fois 32 carreaux en tout. Et chacun des carreaux, son aire vaut 0,1 pardon, fois 0,1.
Et oui, bah alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que maintenant, si j'arrange ça d'une autre façon, j'obtiens 54 fois 0,1, donc ça c'est l'aire de mon rectangle, fois 32 fois 0,1. C'est la même chose, hein, j'espère que vous comprenez. Et bien 54 fois 0,1, oh, surprise, c'est 5,4 fois 3,2. Oh, surprise encore, c'est bien longueur fois largeur. Incroyable. Donc je vois bien qu'il est possible de paver un rectangle avec des carreaux, comme ça, et quand il s'agit en tout cas de nombres comme ça décimaux. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris ici une unité qui est commune aux deux, c'est 0,1, ok? Et qui a permis donc de paver mon rectangle de façon à ce que j'obtienne longueur fois largeur. Maintenant, si j'ai par exemple des longueurs fractionnaires, imaginez ici j'ai P sur Q et ici ça c'est pour la du coup la largeur et la longueur pardon, et pour la largeur, imaginez j'ai un certain S R divisé par un certain S. C'est une fraction plus généralement, d'accord? Eh bien, ce qui se passe pour pouvoir paver ça, pourquoi est-ce que longueur fois largeur dans ce cas-là, bah, ça fonctionne aussi, on va faire P sur Q fois R sur S. D'accord? Quand on a compris du coup la notion de mesure, on comprend qu'on a besoin, ça doit être que ça comme mesure, comme nombre que je vais associer à mon rectangle pour que je puisse justement le placer dans l'espace. D'accord? Dans le plan si vous voulez. Du coup, pourquoi est-ce que c'est ça? Eh ben c'est simple. Si vous voulez y arriver, eh ben vous devez mettre le tout au même dénominateur. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? R sur S. Eh ben, je multiplie ici en haut et en bas par Q, et ici en haut et en bas par S. D'accord? Du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens l'unité commune aux deux, c'est 1 sur Q fois S. Et puis, vous allez multiplier ça par, du coup, ce qu'il faut, et vous tomberez bien sur cette formule qui est là. Je vous laisse faire ça seul parce qu'on doit passer à autre chose et on doit faire plus vite. Du coup, la question qui se pose, longueur fois largeur, ça fonctionne encore pour les nombres comme, par exemple, si je prends un rectangle ici de côté, racine de 2 et ici le côté vaut pi, eh ben, la formule, elle me dit bien que longueur fois largeur, l'aire de mon rectangle, c'est bien pi fois racine de 2. Ah bon? Eh ben, comment peut-on y arriver avec du coup, cette histoire de pavage? La question n'est pas du tout triviale et c'est là que cela va faire appel à un peu plus d'analyse. Par exemple, on peut construire ça, on peut voir ça avec la théorie des suites convergentes et des suites adjacentes, afin que l'on puisse définir ce que c'est qu'un nombre réel, c'est-à-dire ce type de nombre un peu plus méchant que les autres, que c'est plus méchant que les fractions, et donc, à partir de là, on va essayer aussi de comprendre qu'est-ce que c'est que la multiplication entre deux nombres réels, et plus généralement, et cette multiplication, cette addition, l'addition, la multiplication, la soustraction et la division, que l'on doit définir sur un réel ou quelconque, celles-ci doivent bien sûr être bonnes et correspondre aux multiplications et aux opérations, aux cas opérations élémentaires en tout cas, qui fonctionnent sur les nombres entiers tout court, d'accord, ou encore sur les fractions. Ok. Et donc c'est cette extension qui est un tout petit peu délicate et difficile, c'est de réellement comprendre qu'est-ce qui se passe ici pour les nombres qu'on a ici. D'accord? Bon, alors, je vais vous donner très rapidement, du coup, comment on fait. Eh ben, il y a un petit théorème en analyse réelle qui dit que Q est dense dans R. Q est dense dans R, ça veut dire en fait que racine de 2, par exemple, il peut être approché avec une suite de fractions. D'accord? Donc il existe une suite de fractions qui permet d'approcher racine de 2. Et cette suite, du coup, je vais vous montrer du coup les décimales de racine de 2. Vous allez voir, vous allez comprendre avec moi. Donc ça, ce sont les décimales de racine de 2. Et je peux par exemple approcher racine de 2 avec cette suite-là. D'abord, x0 si vous souhaitez, c'est 1,4. Ensuite, c'est 1,41. Ensuite, c'est 1,41,4. Ensuite, 1,41,42, etc. Et vous voyez bien que cette suite est une suite de nombres donc, qui sont décimaux. Et donc, je peux, puisque donc, il existe une suite xn
qui tend vers racine de 2. Cette suite, elle est à élément dans Q. Ok, et cela va nous permettre donc de démontrer la formule sur l'aire d'un rectangle de façon à peu près triviale, mais faut avoir de l'imagination. C'est-à-dire, si je prends un rectangle, je reviens à mon rectangle qui est ici, si le côté c'est racine de 2 et pi, eh ben, il va falloir que je borde mon rectangle à l'intérieur, comme ça, à l'intérieur avec des rectangles de côté rationnels et de l'extérieur aussi. Ça va en fait me permettre de construire deux suites adjacentes et ces suites adjacentes vont permettre du coup, puisqu'elles vont tendre vers une même limite, c'est cette même limite que je vais appeler la mesure de mon rectangle, c'est-à-dire l'aire de mon rectangle. Bon, les détails sont un tout petit peu techniques. Je vais vous épargner ces détails-là et je vous donnerai plus tard des références et qui vont vous permettre de bien comprendre si vous voulez aller plus loin et comprendre réellement comment est-ce qu'on construit les nombres réels et pourquoi y a-t-il des difficultés avec ces constructions-là. On va passer maintenant puisqu'on voit bien que cela nous renvoie vers la compréhension des nombres, c'est-à-dire que ma formule de base qui est k fois a plus k fois b, celle que vous voyez ici, vous voyez bien qu'elle n'est pas du tout gratuite. Et franchement, quand on a des élèves qui appliquent ça donc sans réellement avoir une vraie réflexion sur les nombres, c'est très dangereux. Et moi, je pense qu'il faut leur dire, bien sûr, même les plus jeunes, il faut leur dire à quoi cela correspond réellement et leur parler un tout petit peu des difficultés qu'on a quand on multiplie deux nombres quelconques. D'accord? C'est pas quelque chose de formel, hein, c'est franchement, il se passe des choses et ces choses-là sont subtiles et méritent réflexion scientifique et méritent réellement quelques cours dessus, d'ailleurs pour les lycéens comme pour les élèves à l'université. Ok, je vais vous parler un tout petit peu du coup, avant de terminer, des nombres. On va revenir donc, je vais prendre un slide comme ça. On va revenir sur les nombres et on va essayer de comprendre le lien entre donc cette maîtrise que l'on souhaite de l'univers et les nombres, le principe du nombre. Eh bien, tout d'abord, les nombres qu'on a euh, qui sont aussi vieux que le monde, ce sont les nombres entiers naturels. Donc on commence avec 0, 1, 2, 3, etc. Alors pourquoi a-t-on eu besoin de comprendre ces nombres et donc d'inventer ces nombres? Eh bien parce que nous ne sommes pas dans un monde anamorphe, il y a de la morphologie, et puis nous avons besoin de compter ces nombres, de compter des objets. Et donc, pour compter des objets, on a inventé les entiers naturels. Les entiers naturels permettent bien de compter des objets. J'ai deux objets, trois objets, cinq objets. Et sur ces entiers naturels, on va poser des opérations. Par exemple, l'addition. Donc, si je dispose de deux objets, j'ai deux pommes, puis j'ai racheté trois pommes, et bien en tout, j'en ai cinq. D'accord? Donc, ces objets permettent du coup de faire le comptage. Mais pas que, il y a plus de choses aussi. Maintenant, en fait, on peut définir la soustraction chez les entiers naturels. Par exemple, je peux faire 3 moins 2. 3 moins 2, ça vaut bien 1. Mais le problème, c'est que 2 moins 3, le résultat n'est plus un entier naturel. Donc, si on a envie d'étendre la soustraction à n'importe quel entier naturel, il va falloir que l'on construise du coup les nombres négatifs. Les nombres négatifs, donc on voit bien que les nombres entiers naturels ne sont pas suffisants pour notre bonheur et pour les applications et pour nos besoins, en tout cas pour comprendre le monde. On a besoin de nombres négatifs. Les nombres négatifs, eux, quant à eux, ils expriment un manque, une dette. Par exemple, il me manque deux pommes, et ben je dis moins 2, d'accord. Imaginez aussi, il me manque 5 pommes, c'est moins 5. On va avoir besoin aussi d'opérations élémentaires sur les entiers relatifs ou les entiers tout court. Par exemple, imaginez, il me manque 5 pommes et je suis allé chez le primeur et j'ai acheté 3 pommes. Donc, moins 5 plus 3 pommes. Et ben, au final, je sais que s'il me manque 5 pommes et j'achète 3 pommes, qu'est-ce que j'ai? Au final, j'ai moins 2 pommes. Il me manque 2 pommes. Donc, vous voyez bien que les opérations que l'on pose sur les entiers reflètent bien la réalité physique. C'est pas, ces opérations-là sont imposées par nos besoins physiques.
D'accord? Et les nombres entiers, donc tout court, les nombres négatifs, ils permettent donc, comme je viens de le dire, d'exprimer une dette. Quand vous voyez par exemple quelques comptes bancaires, eh ben, parfois quand on est endetté, cette dette elle est exprimée avec un nombre négatif. Et puis, euh, par exemple, ça peut exprimer aussi une température en dessous de zéro, par exemple. Ok. Donc, le zéro, lui, en fait, c'est le seuil donc sur lequel on va se positionner. Et on se dit, si donc je mesure une température extérieure et je définis cette température comme étant un zéro. Donc si je suis au-dessus, eh ben, c'est 1 degré, 2 degrés, etc. Mais si je suis en dessous de cette mesure, eh ben, je compte ça négativement, moins 1, moins 2, moins 3, moins 20 s'il le faut. D'accord? Donc on voit bien que nos entiers ne viennent pas de nulle part. Les entiers naturels, ils viennent ici, ils sont là pour compter. Les entiers, ils ne sont pas suffisants pour donc notre bonheur. Et donc, du coup, on a besoin pour nos opérations commerciales d'inventer des nombres négatifs. Mais les nombres négatifs, là encore, ne sont pas suffisants. Et on a besoin d'inventer un autre ensemble de nombres qui est l'ensemble des fractions. Alors, les fractions, on en a besoin pour le partage. Par exemple, si je prends ici un gâteau, ok, et on va terminer là-dessus parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si je prends un gâteau, je partage ce gâteau en trois morceaux, eh bien, ce gâteau-là, c'est mon un, c'est l'unité. Et si je mange qu'un tiers du gâteau, eh bien, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé un divisé par 3. Et un divisé par 3, du coup, bon, on va pas le calculer ici, mais en tout cas, cela correspond bien à une unité que je partage par 3. D'accord? Les fractions servent donc à exprimer un partage, mais elles ne servent pas qu'à exprimer un partage. Imaginez, vous êtes en train de calculer une distance. Ici, par exemple, c'est 3 km, mais vous avez dépassé les 3 km d'un tiers. Et bien, ça sert aussi du coup de mesurer ce petit morceau qui est là, qui n'est pas mesurable avec les entiers tout court. D'accord? Alors, imaginez du coup, vous avez un tiers, vous avez mangé un tiers du gâteau, et vous avez ici, du coup, vous allez diviser le tiers qui est là par 2. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, du coup, compter ça comme, eh ben, c'est un tiers divisé par 2, c'est-à-dire un sixième. Et vous souhaitez comprendre combien avez-vous mangé en tout? Alors, ce qui est évident, c'est que j'ai mangé la moitié de mon gâteau. Si je mange un tiers et un sixième, j'ai mangé la moitié de mon gâteau. Donc, je dois avoir que un tiers plus un sixième, ça doit donner un demi. Et donc, l'opération, si je fais ça, regardez, l'opération d'addition qui est imposée sur les fractions, elle doit me donner un demi. Si ça ne me donne pas un demi, c'est que c'est un problème, parce que je vois bien que cela ne modélise pas la réalité. Je vous rappelle donc, c'est un fois 6 plus un fois 3, le tout divisé par 3 fois 6, hein, et cela donne du coup, bien, si vous faites le compte, ça donne 9 divisé par 3 fois 6 et du coup, ça donne bien 1 divisé par 2. Vous voyez, donc la formule générale qui dit que A sur B plus C sur D, c'est A fois D plus B fois C, le tout divisé par B fois D, elle est ici parce qu'elle reflète donc une réalité physique. Elle ne vient pas de nulle part. Parce qu'on a besoin que cela donne ça. D'accord? On ne peut pas, par exemple, définir l'addition sur des fractions comme étant un tiers plus un sixième et dire en fait, cela donne un plus un sur 3 plus 6. Ah, il y a beaucoup de débutants qui font cette faute. Hein, et puis ça donne 2 divisé par 9 qui n'est pas du tout, ne correspond pas du tout au résultat qu'on attend de cette addition de fractions. Okay, un tiers plus un sixième, c'est ça. Eh bien, après les fractions ne sont pas suffisantes, là encore, pour exprimer toutes les longueurs, et je m'arrêterai ici. C'est ce fait-là qui a fait couler l'école de Pythagore, c'est que géométriquement, ils ont trouvé une longueur qui n'est pas une fraction. Les pythagoréciens ont pensé, et à tort, que tous les problèmes de la physique, c'est-à-dire toute mesure, est une fraction. Eh bien, si vous prenez un triangle rectangle de côté un ici et un là, vous allez tomber ici. Le théorème de Pythagore, il dit que ça, c'est racine de 2. Et oui, et racine de 2 ne vaut aucune fraction. Et donc, on a besoin d'étendre notre système de numération afin que l'on puisse comprendre ces longueurs un peu plus méchantes.
Et cela, la légende raconte d'ailleurs, c'est une anecdote, elle raconte que le premier à avoir découvert que Racine de 2 était un irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne s'écrit pas sous cette forme-là, fut mort noyé. Il s'agit de Épas de Métaponte. On l'a noyé parce qu'il ne fallait pas donc aller chercher les irrationnels parce que et dépasser la compréhension des Grecs et puis l'infini. Les Grecs avaient vraiment vraiment peur de l'infini et si vous êtes intéressé, franchement, je vous invite à aller, par exemple, voir le livre de Robin Hartshorne pour comprendre. Il s'appelle Geometry Euclid and Beyond. Et franchement, c'est un livre en or qui vous permet de comprendre réellement la géométrie euclidienne et la pensée euclidienne. Et d'ailleurs, il y a encore d'autres livres sur l'histoire des mathématiques qui permettent réellement de comprendre comment a-t-on pu innover et arriver jusqu'à nos connaissances actuelles sur l'univers. Du coup, voilà, c'est terminé. Je vous donne quelques références. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce sujet, je vous invite à aller lire, j'espère que vous lisez en anglais aussi, allez lire à Daniel Perrin, Mathématiques d'école. C'est un super livre dans lequel il explique donc comment est-ce qu'on construit les nombres, qu'appelle-t-on mesure, et il va plus loin évidemment, et ce lien, et le lien avec la géométrie. Pareil, donc John Stilwell, Roger Penrose et Terence Tao, ce sont de grands, grands mathématiciens et franchement, et ce sont aussi de grands pédagogues et comprennent réellement les choses comme il le faut et comme il se doit. Et si vous réellement, j'espère que cela aussi inspirera mes collègues professeurs, si vous voulez réellement enrichir vos cours de mathématiques avec de vraies questions naturelles et de vraies questions que tout élève peut comprendre et on peut donc mener nos élèves au savoir savant, eh bien, je vous invite à aller piocher dans ces livres-là qui sont donc des mines d'or. Voilà, c'est terminé donc pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, mais je ne vois pas de questions sur les commentaires. Merci pour cette occasion. Je tiens à remercier donc la Cité des Sciences pour l'occasion de démocratiser la science et de donner donc la chance aux professeurs et puis j'espère que les élèves s'inspireront eux aussi donc du coup de ces vidéos et de ces mini-conférences qui permettent donc d'aller un peu plus loin et de comprendre beaucoup plus la science. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Puisque je ne vois pas donc de questions, j'espère vous revoir bientôt sur la page de la Cité des Sciences Tunis. Au revoir.